je suis Jeanne Van Have, lectrice, autrice et éditrice de romances. Et cet été et toute l'année, je t'invite à écrire ta romance. Je me sers de mon cahier d'exercice du pitch à la romance, disponible uniquement en papier et sur Amazon. C'est une centaine d'exercices, exercices d'écriture, des questions, des interviews pour les personnages, du brainstorming, des listes, des mood boards à compléter. Et je m'en sers comme ligne directrice pour vous guider dans cette série estivale. Et on a parlé du pitch, on a parlé des personnages, on a parlé du décor, on a parlé de la relation amoureuse, on a parlé du conflit amoureux. Et dans l'épisode précédent, j'ai proposé d'imaginer des scènes qu'on va construire, qu'on va monter comme si c'était une histoire en kit, mais qu'il fallait se détacher de ce qu'on a préparé au moment de l'écriture. Parce que parfois, même les bonnes idées ne sont plus adaptées à la façon dont les personnages, le décor, l'univers a évolué. Dans mon cahier, pas celui-là comme ça, j'ai donné une idée de construction de scène. Par exemple, une proposition pour des enemies to lovers. C'est une proposition, ça veut dire qu'on peut mettre les scènes dans le désordre, dans l'ordre, peu importe comment, tant que c'est cohérent avec l'histoire que vous êtes en train de raconter. Par exemple, proposition pour des enemies to lovers. Donc, on a la situation initiale, on va parler par exemple, on va retrouver les personnages dans leur quotidien, c'est peut-être une rencontre, c'est peut-être des retrouvailles, c'est peut-être qu'on va rencontrer un personnage ou un autre dans leur quotidien, au travail, à la fac, chez lui, peu importe. Vous voyez, imaginez cette première scène. Après, vous avez, comme c'est un enemies to lovers, vous avez un conflit entre personnages. Donc, imaginons qu'on est dans une situation de rivalité, rivalité au bureau. Ce sont deux personnes qui veulent la même promotion, il y a un seul poste. Donc, la situation initiale peut être directement un conflit. Des genres on débarque et on les voit tout de suite en train de se disputer parce que l'un a plus de privilèges que l'autre, parce que l'un a plus d'ancienneté que l'autre, peu importe le pourquoi. Donc on a le conflit entre les protagonistes qui sont antagonistes. Après, il y a un rapprochement. Donc pour une raison X ou Y, ils vont discuter. Donc il y a la communication, l'émotion, ils vont remarquer que ok, ils peuvent être rivaux dans cette situation, mais l'autre personne n'est pas si mauvaise. Hein? Après, il y a résolution du conflit, donc grovel, réflexion, mais on est encore en plein milieu, donc ça ne veut pas dire que c'est la dernière résolution. C'est juste que, comme ils se sont rapprochés, comme ils se sont rendus compte que l'autre n'est pas aussi con, ils vont réfléchir au fait de pourquoi ils sont tellement antagonistes l'un envers l'autre, alors que on peut être rivaux d'une autre façon sans être enemies to lovers. Après, il y a la réconciliation, donc ils réfléchissent, l'autre n'est pas si mauvais, donc désolé de la phase là, donc pardon, on accepte le pardon et on recommence. Après, il y a un rapprochement. Là, on peut avoir des émotions. Et j'ai mis du zesque. Si jamais, parce que les gens aiment quand les enemies to lovers bangent ensemble. Enfin, il y a la situation finale. En fait, c'est une proposition très simple, très basique. Hein. Après, on a la situation finale. Ça veut dire que un des deux a le poste, ou alors un des deux démissionne, ou peu importe comment vous allez résoudre cette affaire-là. Je lancerai les dés. Hein. J'ai acheté les dés rien que pour ça. Lancez les dés. Il y a l'épilogue optionnel. Du genre, vous pouvez avoir un épilogue, vous pouvez ne pas avoir un épilogue. C'est vraiment et l'épilogue n'a pas besoin d'être forcément le côté ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, du genre la fin dans une romance moderne n'est plus le mariage, n'est plus fonder une famille, etc.
La fin moderne peut être un tour du monde, peut être que les personnages ne veulent pas vivre ensemble, peut-être que les personnages ne veulent pas se marier, peut-être que les personnages ne veulent pas avoir des enfants. Donc choisissez la fin qui correspond le mieux à vos personnages. Tant qu'ils sont ensemble, heureux, amoureux et vivants. C'est une romance déjà. Et j'ai mis aussi un optionnel, introduction au tome suivant. Et ça, c'est quelque chose que je fais dans mon univers Kalahari, parce que même si ce sont des romans indépendants qu'on peut lire de façon totalement indépendante, garantie sans spoiler, et dans le désordre même, dépendant si on arrive par le livre 4 alors qu'on n'a pas lu les 3 premiers, ben, ça ne ferait pas de différence, parce que normalement l'histoire se suffit à elle-même. Bien sûr, il y a un fil conducteur, sinon ça n'a pas d'intérêt d'être une série, ou d'appartenir à un multivers. Il y a un fil conducteur, mais ça n'a pas d'impact direct dans l'histoire que je suis en train de raconter. Et pour le coup, quand j'arrive à la fin, j'ai l'épilogue où les personnages qui sont bien, on les voit dans le quotidien, ou dans une déclaration, ou dans une décision de vie, ou peu importe ce dont ils ont besoin. Et après l'épilogue, j'ajoute un dernier chapitre qui se passe quelques semaines, quelques mois plus tard. Et là, j'introduis le tome suivant. Ça permet de mettre un peu de cliffhanger, ou alors de montrer, d'ouvrir la porte sur quelque chose de neuf. Mais si je coupe ce chapitre, l'épilogue est toujours là. L'histoire que j'ai racontée est toujours là. Donc, ce côté introduction au tome suivant est vraiment quelque chose en plus. Il ne peut pas remplacer l'épilogue. Il ne peut pas remplacer l'histoire des personnages qu'on vient de suivre. C'est quelque chose à part qu'on pourrait couper sans trop de mal. Et en introduction au tome suivant, j'ai vu différentes façons de faire. Par exemple, moi, j'aime les personnages qu'on vient de lire qui sont dans une situation où ils vont mettre en avant le questionnement du suivant. Par exemple, dans Promesse du bout du monde, qui est le premier livre de mon multivers Kalahari, c'est un one-shot, c'est le roman qui était supposé être le seul de cet univers, et il a juste ouvert les portes. Donc, à la fin de ce roman, mes protagonistes sont en train de discuter, et ils sont en train de dire que l'héroïne de Renaissance, qui est le roman, le spin-off, Renaissance est le spin-off de Promesse du bout du monde, et ils sont en train de discuter de l'héroïne, qui est la meilleure amie de mon héroïne de Promesse. Ils sont en train de dire, ouais, elle est dans le désert avec des mercenaires. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Et cette scène-là, cette conversation, parce que mon héroïne, elles sont en train de parler au téléphone et elle se pose la question. Donc, quand on commence Renaissance, c'est le premier chapitre. Cette scène se retrouve dans le premier chapitre du point de vue de l'héroïne de Renaissance, et on se rend compte que le mercenaire, il n'est pas forcément mercenaire. Mon héros n'est pas mercenaire, c'est un ancien marine, c'est un vétéran de guerre, il n'a rien demandé à personne, et du coup on se dit, ouais, qu'est-ce qui peut arriver avec des mercenaires au milieu du désert? J'ai quelques idées. Et du coup, on ouvre la porte sans pour autant sortir de l'histoire dans laquelle on est déjà. Parce que j'ai vu certaines romancières faire autrement. Par exemple, il y a l'épilogue, etc. On tourne la page, il y a cette introduction au tome suivant, mais on change totalement de point de vue. C'est déjà le protagoniste du prochain roman qui est en train de parler. Des genres, oui, il y a une grande fête comme le banquet Astérix et Obélix, le banquet final. Donc, ils sont là et on tourne la page, on est toujours au banquet et c'est le prochain protagoniste qui prend la parole. Et pour moi, en tant que lectrice surtout, ça me sort du truc et ce n'est pas naturel. Parce que je suis encore dans le banquet. Ça veut dire que je suis encore dans l'histoire des protagonistes de ce roman-là. Je ne veux pas, je n'ai pas encore envie de les revoir. Des genres, le protagoniste aura tout le temps du monde dans son propre
le prochain protagoniste aura tout le temps du monde dans son propre roman, quoi. Donc, pour moi, sincèrement, le plus naturel, c'est d'avoir les protagonistes du roman qu'on vient de terminer, introduire plutôt que changer tout d'un coup de personnage, etc., alors qu'on ne le connaît pas encore, alors qu'on était très bien, on était très cosy dans l'histoire précédente. Donc, voilà. Mais encore une fois, l'épilogue et l'introduction au tome suivant sont entièrement optionnels. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Alors, il y a une deuxième proposition. Parce qu'on avait un Enemies to Lovers, on va avoir une proposition Friends to Lovers. On a la situation initiale du genre, ils sont amis ou ils se rencontrent, etc. Donc, c'est quelque chose de, ça peut être jovial. On les retrouve, par exemple, un vendredi soir dans leur pub préféré, dans leur bar préféré, etc. Il y a un rapprochement émotion-communication où l'un ou l'autre commence à se rendre compte qu'il a des sentiments un peu plus romantiques pour l'autre. On a un conflit parce que peut-être que ça ne fonctionne pas très bien. Du genre l'autre, mais non, mais tu es mon ami, comment ça que tu es amoureux avec moi? On va résoudre cette situation, ou alors on va avoir ce conflit. Moi j'ai mis un rapprochement sesque parce que peut-être que ils sont en train de disputer, etc. Et ça chauffe un peu trop fort et bing, badaboum. Après on va résoudre le truc, peut-être qu'ils sont tous les deux amoureux et ils avaient peur parce que vous voyez, on va détruire notre relation, on va détruire notre amitié. C'est le classique, hein. Et vas-y, voilà. Tu es pas content, cousin. Et enfin, la citation finale. Et j'ajoute une note qui est que plus le texte est long, plus on doit alterner le type de scène et ajouter du conflit pour des rebondissements. Ça veut dire que, par exemple, dans les deux exemples, j'ai mis un conflit, un rapprochement émotionnel, une résolution, un rapprochement sexuel et la résolution finale. Ça, c'est le truc le plus basique du genre, si on écrivait une histoire courte, ce serait ça. Mais si vous écrivez des mammouths, si vous écrivez des grands pavés avec du genre 400 pages, ben évidemment, vous n'avez pas un seul conflit, vous n'avez pas une seule scène de rapprochement, vous n'avez pas une seule scène... Bon, après, pour le sesque, c'est... Le degré d'érotisme dépend exclusivement de vous. Mais plus vous écrivez, plus vous avez des pages, plus vous devez ajouter du rapprochement, plus vous devez ajouter du conflit, plus vous devez ajouter des résolutions du conflit. Donc, encore une fois, c'est une question de... c'est une histoire en kit. Les genre, vous montez votre truc... Non, je viens de penser à une meilleure analogie. Vous voyez Jenga? Jenga, c'est ce jeu avec des petits bois, des bâtons en bois, où on a une tour et on déplace les bâtons pour les mettre par-dessus et ça devient à la fin on a un équilibre précaire, mais celui qui gagne est celui qui arrive à mettre à déplacer le plus de bâtons. Donc votre histoire, ce que vous allez faire, c'est que vous avez toutes vos scènes et ça fait une tour très très jolie, très propre, etc. Mais ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Donc vous allez enlever une scène pour mettre de la perturbation quelque part. Vous allez enlever une autre scène pour mettre du rapprochement. Vous allez enlever une autre scène, etc., etc. Donc tant que la tour est debout, ça veut dire que ça fonctionne. À partir du moment où elle s'écroule, ça veut dire que vous avez fait le changement de trop. Elle est bien mon analogie, je viens de la découvrir, donc si c'est un peu confus, c'est pas ma faute. Si c'est ma faute. Du coup, maintenant que vous avez imaginé vos scènes, maintenant que vous avez mis vos scènes en place, là où il faut mettre des... Voilà, de façon totalement chronologique. Et encore une fois, au moment de l'écriture, il se peut que vous allez déplacer encore cette affaire-là. Je vais vous donner quelques conseils d'écriture. Et c'est des conseils que je donne
Aussi quand je travaille sur un manuscrit, quand ce soit sur le compte rendu ou dans les commentaires. Quand je suis en train de travailler sur un manuscrit, parfois je surligne des passages en bleu. Ces passages en bleu sont des passages que je pense sont de trop, mais ce ne sont que des suggestions de ma part. Ça veut dire qu'il y a de trop, soit c'est déjà, on est en train de faire de l'explication de texte, soit c'est implicite, soit c'est explicite, soit c'est un pléonasme, etc. Soit on est en train de répéter, il y a tout plein de redites parce qu'on a tellement peur que la lectrice ne se souvienne pas d'un certain détail qu'on est en train de le répéter à tous les chapitres. Donc normalement je surligne tout en bleu pour éviter ce côté lassant de la répétition. Mais ce n'est pas la seule chose que je fais. Par exemple, je propose d'utiliser les 5 sens. Ne dites pas je sens, j'entends le bruit. Parlez juste du bruit. Du genre j'entends la porte qui claque. Non, parlez la porte claque. Je vois une lumière au bout du tunnel. Non, il y a une lumière au bout du tunnel. Du genre tout ce qui est je vois, je sens, j'entends, etc. Je touche, etc. Coupez tout ça. Coupez ce côté parce que là, vous êtes en train de raconter ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de raconter l'essence plutôt que de montrer l'essence. Du genre, au lieu de dire je touche le mur qui y a de l'aspérité, vous pouvez parler de la texture du mur tout de suite. Du genre, les murs sont, il y a des crevasses dans le mur est du genre, il y a de l'aspérité dans le mur, etc. Vous n'avez pas besoin de dire ah, je touche le mur et je me rends compte que. Du genre, il y a un bruit dans la nuit, j'entends une chouette. Vous n'avez pas besoin de dire que vous entendez une chouette. Vous pouvez dire il y a une chouette que... Elles font quoi les chouettes? Elles ululent. Le portugais est ma langue maternelle, les gens. Le U n'est pas naturel chez moi. Donc elles ululent. Je crois qu'elles ululent. Je déteste le son U. Donc voilà, n'utilisez pas les verbes d'essence, montrez l'essence. N'expliquez pas ce qui se passe, montrez-le. C'est ce que je viens de faire. Donc on va réduire les j'entends, les je vois, le son, etc. Allez droit au but. Vous n'avez pas besoin de faire une explication de texte. Par exemple, on voit souvent votre personnage explose, il hurle, il tape contre les murs. Genre, c'est un peu immature de taper contre les murs, mais c'est pour l'exemple. Hein. Il explose, il hurle, il tape contre les murs, il claque la porte, etc., etc. Vous n'avez pas besoin de dire il est fâché, il est en colère, il est enragé. Oui, on a vu qu'il est enragé, on l'a vu, on a entendu les portes qui claquent et les coudes au mur, on l'a vu, on l'a entendu, parce qu'on est en train de le montrer. On n'est pas en train de raconter, on est en train de le montrer. La porte claque, le mur, paf, genre il y a des trucs qui se cassent. On le voit. Pas besoin de faire de l'explication de texte. Donc pas besoin du genre, on vient de voir une scène où il y a une dispute avec une autre personne, que ce soit l'autre protagoniste ou un antagoniste, peu importe, un proche, il y a une dispute. Il se met en colère. Il claque les portes, il casse des trucs, etc., etc. On n'a pas besoin tout de suite après dire oui, parce qu'il est en colère à cause de la conversation qu'il vient d'avoir. On a vu la conversation, on a eu le dialogue. Pas besoin d'expliquer que oui, vous voyez cette scène-là? Ben, il est en colère à cause de cette scène-là. Oui, we know. Et c'est quelque chose que j'ai vu dans pas mal de romans ces dernières années. C'est vraiment cette tendance à... On a fait tout ça et on va expliquer. On a tout un dialogue, on a toute une discussion, toute une communication, tout un échange. Et après, tout de suite après, dans la narration, on a... Oui, maintenant il va réfléchir à tout ce qu'ils se sont dit. Ben, il peut être juste songeur, hein. On va comprendre. On va éviter les pavés d'information. Les fameux infodump, info.
information, infodump. Il y a certaines expressions que je ne lis, que je ne fais que lire, donc je ne les entends pas et je ne les prononce pas. Donc après, c'est un peu compliqué dans le truc. Donc infodump, c'est comme le retour du U. Je ne sais pas prononcer YouTube. YouTube. Je sais pas. Anyways, je divague. Évitez l'infodump du genre, vous n'avez pas besoin d'une page entière pour expliquer, par exemple, l'histoire de vos personnages. On n'a pas besoin de connaître le passé, le CV de vos personnages dès les premières pages en une seule fois. Non, on va apprendre à connaître les personnages en cours de route, au fil de la lecture. On n'a pas besoin de tout savoir d'un seul coup, c'est indigeste. Et on va pas se souvenir de tout. Et genre, quand on a des passages entiers où on dit qui il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qui le cousin, c'est qui la voisine, c'était qui la prof, c'était qui l'instit, c'était qui le meilleur ami. Les gens, on n'a pas besoin de ça. Et ça rejoint quand on parle d'introduction au tome suivant, et quand je dis que par exemple dans mon multivers, tous les romans indépendants garantis sans spoiler, c'est que je ne mentionne même pas les histoires passées. Par exemple, on peut voir je vais reprendre l'exemple de Promesse du bout du monde et Renaissance, parce que Promesse du bout du monde est le premier livre, Renaissance est le spin-off. Et les protagonistes de Promesse du bout du monde se retrouvent dans Renaissance. Mais à aucun moment je ne raconte leur histoire. À aucun moment je ne fais le résumé. Ah oui, parce que Abby est la mère d'Amie de Lucky. Et l'année précédente, elle a épousé son mari parce qu'elle avait besoin d'un titre de séjour. C'est ce qui s'est passé. Mais je vais pas le raconter. Les genres... je vais traiter mes protagonistes exactement comme des personnages secondaires et je n'ai pas besoin de donner le CV des personnages secondaires lambda. Si on doit donner, on doit donner suffisamment de matière pour donner envie de connaître, de rencontrer ces personnages-là, autrement, rien que par leur personnalité, rien que par leur présence, rien que par leurs échanges avec les protagonistes. Donc, quand vous êtes en train d'écrire votre histoire, vous n'avez pas besoin de dire « Ah oui, ces deux gens-là, ils étaient les protagonistes du roman précédent, et c'est passé ci, et ils se sont séparés, et après ils se sont mariés, et après ils ont eu des enfants. » On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est du genre résumé des épisodes précédents. Si on veut créer des histoires réellement indépendantes, on n'a pas besoin de faire des résumés des histoires précédentes. On veut des histoires garanties sans spoiler pour que on n'a pas besoin de savoir qu'il y a eu une rupture au 3e acte. Ça, c'est un truc qu'on va apprendre en cours de route, qu'on va apprendre à la lecture. Parce que si tu me dis « Ah mais oui, il s'aimait, après à cause d'une mésentente, il y a eu une rupture, et après je sais pas quoi », t'es en train de me raconter l'histoire, pourquoi je vais lire l'histoire? Tu n'as pas besoin de me raconter les rebondissements. Des genre, laisse-moi découvrir les rebondissements dans l'histoire si j'ai envie de lire l'histoire, quoi. Pour le coup, dans Promesse du bout du monde, mon héroïne, à la fin des études de mon héroïne, son titre de séjour ne sera pas renouvelé. Elle vit à Paris. Et donc, la seule solution en temps de crise, quand on n'a pas un travail, un talent particulier, la seule solution est soit de gagner au loto, soit d'épouser un Français. Voilà. Donc, mon héroïne va épouser un Français. C'est un slow burn et donc on va les suivre pendant 1 an et demi, le temps qu'ils se rendent compte que voilà quoi ça fonctionne. Et donc dans Renaissance, on les retrouve, ils sont mariés. Il y a mon héros de Renaissance qui se dit j'ai déjà entendu parler des deux de façon séparée, mais je ne savais pas que les deux étaient ensemble, que les deux étaient mariés. C'est la seule question dans le roman
qu'on peut se poser, du genre, ah ouais, du genre, comment ça se fait que ton héroïne de Renaissance considère le héros de Promesse comme son grand frère, l'héroïne de Promesse comme sa sœur, comment ça se fait qu'ils sont ensemble? Comment ça fonctionne cette affaire-là? Ben, si on est suffisamment curieux, ben on va lire. Mais je ne vais pas expliquer pourquoi ils se sont mariés, de toute façon, du genre, quel était le raisonnement derrière le mariage. Ils se sont mariés, point. De la même façon, quand on passe à Réconciliation, qui est le deuxième tome, qui est le tome de la série à laquelle appartient Renaissance, on a Queen, on a Lucky. Je ne parle pas que au départ. En fait, si, il y a une discussion, ils sont en train de blaguer, Lucky dit ouais, et dire que moi je t'aimais pas. Mais c'est dans les trucs, dans les conversations normales, banales, quoi. Donc, on les voit, ils travaillent toujours ensemble. Elle fait cette remarque euh, et dire que je ne t'aimais pas, mais je ne raconte pas le comment ils se sont rapprochés. Je ne raconte pas comment ils sont tombés amoureux. Je ne raconte rien qui puisse spoiler le roman. Et dans l'histoire que je suis en train d'écrire maintenant, La milliardaire et le garde du corps, c'est un one-shot, c'est un spin-off de la série, mais c'est un one-shot, c'est supposé être indépendant. On retrouve les protagonistes de Renaissance, et il y a une situation dans Renaissance dont je ne parle plus dans les autres tomes, parce que c'est une révélation, et donc je ne vais pas spoiler, mais qui a une conséquence dans les livres. Il y a une conséquence pour les protagonistes dans les livres suivants. Donc on les voit, pour les gens qui ont lu la Renaissance, ils peuvent comprendre ce qui se passe en arrière-plan, dans les coulisses, mais pour les personnes qui ne savent pas du tout, ben c'est juste un détail, c'est juste une petite phrase qui est dite, etc., qui ne dérange pas, qui n'a pas d'impact sur l'histoire que je suis en train de raconter. Donc pour moi, il est très important de garder la surprise et ne pas avoir ce côté résumé des épisodes précédents. Pour moi, c'est très, pas énervant, mais c'est très quand je suis en train de lire, quand je découvre un roman, par exemple, par le tome 5, ça arrive dans les grandes opérations des romancières anglophones. Dans les grandes opérations, il y a 1000 romances qui sont gratuites pendant 24 heures. Ben, il est habituel que ces romancières, elles proposent des tomes 3, des tomes 5, des tomes 8, etc., parce qu'après ça relance toute la série si on a apprécié ce tome 8. Donc quand on débarque dans le tome 8, la romance est suffisamment indépendante pour qu'on apprécie la romance sans qu'on ait besoin de lire les premiers tomes, mais il y a toujours ce moment où on retrouve les personnages précédents et il y a toujours les résumés des histoires précédentes, et ça sort de la lecture parce que ça ne sert à rien, ça ne correspond à rien, ce n'est pas cohérent, c'est comme un bloc, c'est un pavé qu'on a mis là au milieu de l'histoire, ça ne correspond pas à l'histoire, ce n'est pas à sa place, mais on a posé ce truc là. Donc faites vraiment attention à vos résumés des épisodes précédents. Pour moi, et ça encore c'est vraiment une préférence personnelle, c'est totalement subjectif, le seul moment où on devrait avoir des résumés des épisodes précédents, c'est si vous écrivez une saga et que les gens peuvent prendre du temps entre le premier et le deuxième tome et on doit lire dans la continuité, donc on va rappeler ce qui s'est passé dans le premier parce que c'est la continuité du premier. Donc là oui, on va avoir un résumé des tomes précédents, des épisodes précédents. Ça fait sens parce qu'on est dans la continuité. Mais si ce sont des histoires totalement indépendantes, on va arrêter ça. Et un dernier rappel, parce que ça va déjà faire 30 minutes. Mais c'est la fin de la série, les gens. Les scènes doivent avoir un objectif. Elles doivent présenter l'univers,
elles doivent présenter les personnages, elles doivent faire avancer l'intrigue de façon positive ou négative, elles doivent faire évoluer un personnage, que ce soit de façon positive ou négative. Une scène doit provoquer un conflit et résoudre un conflit. Donc je répète, présenter l'univers, les personnages, faire avancer l'intrigue, faire évoluer le personnage, faire évoluer la relation et provoquer et résoudre un conflit. Du genre, si tout d'un coup dans votre histoire il y a des aliens qui débarquent, il va falloir faire quelque chose avec ces aliens. Du genre, il faut qu'il y ait un impact des aliens sur l'intrigue, il faut qu'il y ait un impact positif ou négatif, non seulement sur l'intrigue, mais sur l'univers, sur les personnages, etc. Parce que si ça ne change rien, les aliens ne servent à rien. Et une autre chose, par exemple, si à la relecture ou même à l'écriture, vous avez l'impression que vous êtes en train de tourner en rond dans votre histoire, vérifiez si cette partie que vous êtes en train de tourner en rond, ce sont des scènes qui ne servent à rien, qui n'ont aucun objectif, qui ne présentent rien, qui ne font rien évoluer, qui ne font rien avancer, qui ne font rien reculer, qui ne provoquent rien, qui ne résolvent rien. Donc vérifiez si quand vous êtes en train de tourner en rond, il n'y a pas une scène qui est totalement inutile que vous pouvez zapper. On le sent à l'écriture, quand on est en train de je ne sais pas quoi faire après, et on le sent à la lecture. Donc si à l'écriture vous n'êtes pas sûr, avancez, du genre sautez des scènes pour écrire ce dont vous avez envie pour aller plus vite. Vous allez combler les trous à la correction, mais à la correction, vous allez vous rendre compte, après un temps de repos, vous allez vous rendre compte que voilà. Donc, il y a un petit tracker à la fin du cahier. Donc, si vous avez besoin si vous aimez noter le nombre de mots, le nombre de chapitres que vous avez écrits, etc. Si vous aimez marquer, du genre colorier, aujourd'hui j'ai écrit c'est fait pour. Mais voilà, on a déjà largement dépassé les 30 minutes pour les épisodes que je voulais courts de moins de 10. Mais voilà, vous avez les scènes, vous avez la tour de Jenga, vous avez quelques conseils d'écriture et lancez-vous en fait. Des genres... N'attendez pas que le plan soit parfait, que la structure soit parfaite, que vous avez la parfaite fiche de personnage. Lancez-vous, écrivez et amusez-vous surtout.